Parce que consciente et concernée par sa responsabilité ainsi que de son rôle prépondérant de garante de la vie constitutionnelle de la nation gabonaise, la haute juridiction qu'est la Cour constitutionnelle gabonaise a entamé une tournée de sensibilisation afin d'édifier tout le corps social et lui permettre d'appréhender l'essence du processus électoral au moment où le calendrier est à quelques enclabures à des échéances capitales de 2023. Il faut se souvenir que c'est lors de la rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle le 24 février 2022 que le président de cette vénérable institution, le docteur Marie-Madeleine Bourantso, annonçait cette initiative à forte et haute portée pédagogique et citoyenne. Les 3 premières étapes de cette caravane d'échanges et d'implication mutuelle sont les provinces du Moyen Togoué, de l'Angounié et de la Nyanga. Il est un fait triste et désolant qui voit les lendemains des élections toujours se transformer en des périodes de crise et de tourment. Écoutons à cet effet l'analyse du juge constitutionnel Emmanuel Zébekale. Les élections électorales, surtout présidentielles, se terminent toujours par des troubles très importants et très difficiles pour nos populations. L'apogée a été atteint dans l'élection 2016 où on est allé brûler l'Assemblée nationale. Donc ce constat-là ne peut pas laisser la Cour constitutionnelle indifférente. Donc à chaque fois, elle essaie de faire que la chose électorale soit mieux partagée. L'objectif final étant celui-là. Afin de prévenir et se prémunir des aléas du passé, les juges constitutionnels ont tenu à donner toute la substance du processus électoral à toutes les composantes des populations des lieux visités. Le spectre partagé va de l'inscription sur les listes électorales jusqu'à la validation des résultats. Désormais, tout citoyen gabonais devient un acteur aguerri qui agira en toute connaissance de cause. Les mots de la juge constitutionnelle Louise Anguet sont explicites et cristallins de limpidité. Nos citoyens connaissent quel est son rôle dans le processus électoral. Parce que nos citoyens ont l'air de penser que l'élection s'organise en dehors de lui, qu'il est mis à l'écart, qu'il n'arrive dans le processus électoral que pour voter, alors que ce n'est pas ce que prévoit la loi. La loi prévoit que depuis la confection de la liste électorale, le citoyen doit se lever. Dans les tout prochains jours, le cortège de la Cour constitutionnelle gabonaise se déploiera vers d'autres provinces du territoire national, conformément aux recommandations émises par le docteur Marie-Madeleine Bourantso, président de cette haute institution qui déjà établit à ne point douter les conditions d'un scrutin apaisé dans un déroulé et un climat pacifique, et cela est primordial. Les conclusions de la 38e réunion du réseau de prévention des crises alimentaires, la RPCA, ont été au centre d'un entretien entre le chef de l'État togolais, son Excellence Faure Essosima Yacine et le président honoraire du Club du Sahel et de l'OCDE, le docteur Ibrahim Hassana Mayaki, a rendu compte au chef de l'État du déroulement des travaux de cette rencontre internationale ainsi que les recommandations formulées pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel et dans la sous-région ouest-africaine. Tous les processus d'industrialisation, historiquement, ont d'abord été basés sur la transformation des systèmes agricoles. Et je crois que le chemin est bien pris. Vous avez une coordination réussie dans ce domaine, dans le domaine des systèmes alimentaires. Vous avez des instruments comme l'agropole de Kara. Vous avez des processus de transformation des produits agricoles. Le sujet de la conversation portait sur les conclusions de la réunion du réseau de prévention des crises alimentaires, RPCA, qui, comme vous le savez, s'occupe des questions de lutte contre la faim, la malnutrition et réfléchit sur tous les mécanismes qui peuvent permettre d'améliorer nos systèmes agroalimentaires. Un des objectifs de cette rencontre, c'était de partager des leçons, de réfléchir sur des défis communs
et de voir quels étaient les dispositifs de chaque pays. Pour faire face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Togo, une place capitale est accordée au secteur agricole dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025, basée sur l'amélioration de la productivité, la création des zones d'aménagement agricole planifiées, la ZAP. Le pays a aussi privilégié la promotion des petites et moyennes entreprises agricoles, la compétitivité et la transformation des produits agricoles nationaux et régionaux. Suite à la grosse terreur à Douala depuis lundi dernier, sémée par des supposés bandits armés appelés microbes qui ont fait paniquer les populations de la capitale économique, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Adibois, a tenu une réunion de sécurité avec son état-major pour trouver des voies et moyens pour faire revenir le calme et la sérénité. Au sortir de cette réunion d'urgence, le numéro 1 de la région du littoral a instruit la suspension de la circulation des mototaxis dans la ville de Douala de 20h à 6h, la fermeture des débits de boissons et des salles de jeu dans certains quartiers cibles, l'interdiction systématique des colporteurs de fausses nouvelles, y compris dans les réseaux sociaux par les forces de maintien de l'ordre, et l'interdiction formelle du port des machettes, des couteaux et autres objets tranchants. Pour rappel, ce trouble à l'ordre public serait parti d'un groupe de jeunes individus identifiés comme ceux du quartier Makia dans le 2e arrondissement de Douala, qui ont fait irruption à l'hôpital La Quintini suite à l'assassinat d'un de leurs décédé lors d'une altercation avec les forces de maintien de l'ordre dans le but de récupérer la dépouille. Lors de la réunion de sécurité tenue ce jour à Douala, le gouverneur de la région du littoral Samuel Dieudonné Iva Adibois a pris des mesures fortes pour stopper la progression de ces actes de vandalisme et de terreur, afin de maintenir un climat de paix et de sérénité dans la capitale économique, surtout en cette période de fête de fin d'année. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Timoko Mélié-Koné, a présidé ce lundi 12 décembre 2022 à Abidjan la cérémonie de lancement officiel du rapport d'évaluation de la Côte d'Ivoire dans le cadre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP. Le MAEP, créé en 2003, est le dispositif de contrôle réciproque entre États membres de l'Union africaine visant à favoriser la bonne gouvernance, l'adoption dans les pays participants des politiques normes et pratiques conduisent à une forte croissance économique, un développement durable et une intégration sous-régionale et continentale rapide. Les principes du MAEP voudraient que le rapport soit remis solennellement au président de la République pour son lancement officiel à l'échelle nationale ainsi que sa dissémination à toutes les couches de la société. En accomplissant cette étape, vous permettez, excellent Monsieur le vice-président de la République, à la Commission nationale de poursuivre la mise en œuvre des étapes suivantes, à savoir la mise en œuvre du plan national d'action, l'élaboration des rapports d'étape qui seront progressivement présentés au forum à venir par son Excellence, Monsieur le Président de la République, devant ses pairs. La ministre des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire est représentée à cette cérémonie par le délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, M. Kakouaja Léon Adom. L'une des meilleures illustrations de la volonté de la Côte d'Ivoire de promouvoir la bonne gouvernance est assurément son adhésion au mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP. En adhérant au MAEP, notre pays s'est montré favorable à une évaluation de sa gouvernance par les pays membres du MAEP. C'est d'ailleurs dans le cadre de cette évaluation africaine que le rapport d'évaluation pays-REP, objet de la présente cérémonie. C'est le lieu pour nous d'exprimer notre fierté d'appartenir à la grande famille du mécanisme africain d'évaluation par les pairs et de confirmer une fois de plus notre ferme engagement à exécuter les différentes étapes du processus d'évaluation de base du MAEP. Monsieur Chérif Rahamani, panéliste en charge de l'évaluation de la Côte d'Ivoire, a présenté les grandes lignes du rapport d'évaluation de la Côte d'Ivoire. Au terme de cette évaluation, il me sied de dire au nom du panel que la Côte d'Ivoire a fait des avancées majeures depuis la crise politico-militaire. La consolidation de ces avancées, le renforcement des efforts de réconciliation nationale, de paix, de stabilité, qui sont le socle et la condition du développement économique et social durable. Vous avez assuré une transition douce, fluide et
pacifiée en mettant la Côte d'Ivoire en tant que pays leader en Afrique en matière de gouvernance. Dans son intervention de circonstance, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Timoko Melie-Koné, a salué le secrétariat continental ainsi que la Commission nationale du MAEP pour la qualité du travail avant de relever les avances en matière de bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. En engageant la Côte d'Ivoire dans le MAEP le 29 janvier 2015, le président de la République entendait mettre le pays aux normes de la gouvernance internationale. Son ambition était aussi de le remettre sur les rails du développement socio-économique et du progrès après les différentes crises connues par le pays. Au plan stratégique, notre pays a renoué avec sa tradition de planification qui avait fait son succès. Élaboré et adopté lors de la sortie de crise, a mis l'accent sur la consolidation de l'environnement sécuritaire, la paix, la cohésion sociale, ainsi que la croissance économique et le progrès social. L'État ivoirien a aussi procédé au renforcement des institutions nationales pour la mise en œuvre d'une politique vertueuse de gouvernance. Ces réformes ont ainsi permis d'améliorer les différents classements et indices de gouvernance de la Côte d'Ivoire, notamment la qualité de l'environnement des affaires et la compétitivité de l'économie, ainsi que la perception de la corruption. La lecture de ce rapport d'évaluation pays a montré que l'adhésion de la Côte d'Ivoire au mécanisme MAEP s'inscrivait dans une approche coordonnée et cohérente de gouvernance tant au plan stratégique, institutionnel qu'opérationnel. Pour terminer, le vice-président Timoko Melie-Koné a annoncé qu'après cette étape du lancement du rapport d'évaluation, la Côte d'Ivoire s'engagera progressivement dans les 3 dernières phases du processus du MAEP. Convié au 2e sommet États-Unis-Afrique à Washington par son homologue américain Joe Biden, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a présenté ce 12 décembre 2022 à l'Institut Milken son discours liminaire. C'était à l'occasion de la table ronde privée organisée à Washington DC en marge du 2e sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Au cœur des échanges, comment la finance peut constituer un atout à l'égard des défis pressants et des opportunités de l'Afrique et contribuer à la résolution des problèmes apparemment sans solution à l'échelle mondiale. Face à cette problématique pressante du développement de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier, l'homme fort de Yaoundé a présenté les freins du développement en Afrique avant d'inviter ses homologues à la mise en place d'un marché africain de capitaux pour résoudre d'épineux problèmes du manque de financement. CNN Télévision vous propose l'essentiel du discours du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Permettez-moi tout d'abord de remercier le président des États-Unis, M. Joe Biden, qui a bien voulu convier ses homologues africains à ce 2e sommet des dirigeants des États-Unis et de l'Afrique. Je tiens également à remercier M. Michael Crowden et Paul Hinks pour leur invitation à la présente table ronde privée. L'ordre du jour nous invite à réfléchir sur comment la finance peut constituer un atout à l'égard des défis pressants et des opportunités de l'Afrique et contribuer à la résolution de problèmes apparemment sans solution à l'échelle mondiale. C'est un sujet d'actualité au regard de la situation actuelle de l'économie mondiale et des effets des crises sanitaires et sécuritaires sur nos économies
nationale. Pour le président Paul Biya, la mobilisation des capitaux est une condition sine qua non pour un réel développement des pays africains. La cinquantaine des chefs d'État attendus vont entamer ce mercredi 14 décembre un forum des affaires, en passant par un forum de la société civile précédé d'une série de rencontres connexes à ce deuxième sommet des leaders où des questions de sécurité, de défense, de santé, de climat, du commerce et du spatial seront évoquées. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu avec le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Catherine Colonna. Les échanges ont porté sur le renforcement des excellentes relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, ainsi que sur les questions régionales et internationales, notamment la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime et un certain nombre de trafics. La Côte d'Ivoire est un partenaire important pour la France, avec lequel de plus nous avons des points de vue extrêmement convergents, que ce soit sur les questions régionales ou sur les grandes questions internationales. Notre présence économique, notre souhait de continuer à accompagner l'émergence de ce grand pays qu'est la Côte d'Ivoire témoigne aussi de la confiance que nous plaçons dans ce pays. La France croit dans le potentiel de la Côte d'Ivoire. Elle est disponible, disposée et le montre à accompagner sa progression. Il est à noter que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine et de la diaspora, Mme Kandia Camara, et le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la diaspora, M. Kakou Wadja Léon Adam, ont pris part à cet entretien. En marge du sommet États-Unis-Afrique qui s'est ouvert le mardi 13 décembre à Washington, le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a pris part à la cérémonie organisée par l'International Conservation Caucus Foundation, ICCF. Prenant la parole sur la thématique de la conservation en tant qu'invité au cours de la cérémonie organisée par l'International Conservation Caucus Foundation, le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de leader sur ce sujet d'importance, fait à l'assistance la genèse ayant conduit le Gabon à créer 13 parcs nationaux avec à sa tête une agence nationale en charge des 10 parcs et de l'ensemble des zones protégées de son pays. Il s'agit notamment des réserves d'animaux sauvages et des parcs marins, entre autres. Honorables membres du Congrès, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de m'adresser ce soir à cette Fondation internationale de conservation du caucus. Certains d'entre vous savent que l'ICCF a son origine dans le parc national de Luango au Gabon. Nous pourrions remonter en 2002. Peu de temps après que le défunt président du Gabon, Omar Bongo Ondimba, ait créé un réseau de 13 parcs nationaux. Inspirés par le leadership du Gabon, ils ont décidé de créer l'ICCF afin de rendre hommage aux pratiques des guides et au soutien du Congrès pour la conservation dans le monde entier. Nous avons parcouru un long chemin en quelques années. En dépit du US Fish and Wildlife Service, notre service national et votre service des parcs nationaux ont créé l'agence des parcs nationaux qui gère toutes les zones protégées au Gabon et comprend les parcs nationaux, réserves de faune et sites Ramsar. Cela comprend aussi les principaux parcs et réserves que j'ai créés il y a 5 ans, couvrant 27%. Les efforts du Gabon avec l'appui des partenaires notamment américains, à l'instar de l'ICCF et bien d'autres, ont permis un repeuplement de la population des éléphants vivant dans le bassin de l'Ogooué dont le nombre ne cessait de diminuer. Dans son allocution, le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est appesanti sur le lien entre la gouvernance environnementale, la paix, la sécurité et la prospérité économique en Afrique. Aujourd'hui, les 3/4 des éléphants de forêt vivent dans le bassin de l'Ogooué. Ceci est particulièrement significatif. Il existe un lien évident entre la gouvernance environnementale et la paix et la sécurité, et même la prospérité économique en Afrique. Au Gabon, nous sommes conscients que si nous ne maîtrisons pas la criminalité liée aux espèces sauvages, nous risquons de perdre le contrôle de notre nation. L'ICCF, dont le rôle est de promouvoir la question de la conservation à travers le monde, est une voix qui compte et qui soutient le Gabon dans ce domaine. Outre le président de la République gabonaise, le président du Botswana était présent à cette cérémonie.
Ils sont 35 au total qui ont reçu ce 8 décembre 2022 à la place des fêtes de l'IAI Cameroun de Kolanga les originaux de leur diplôme de Master 1 et de Master 2 en sécurité des systèmes numériques. Une cérémonie présidée par le professeur Jean-Paul Biya, représentant du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Jean-Fabien Ndongo, en présence du recteur de l'ESIREM de Dijon, du représentant résident de l'IAI Cameroun et de plusieurs autres personnalités. En effet, cette remise de parchemin à la promotion 2020, 2021 et 2023 est le fruit d'un excellent partenariat entre l'École supérieure d'ingénieurs numériques et matériaux et l'IAI Cameroun pour un savoir-faire de qualité. Une initiative bien encouragée et félicitée par le professeur Jean-Paul Biya, conseiller numéro 1 au ministère de l'Enseignement supérieur. La coopération académique entre l'IAI Cameroun, fleuron des universités au Cameroun, et l'université de Dijon est magnifié aujourd'hui à travers la sortie de cette belle promotion de jeunes diplômés en master des ingénieries du numérique et des matériaux. Alors le message que M. le ministre d'État porte à l'endroit de ces jeunes diplômés, de ces lauréats, c'est un message d'avenir, d'espoir et d'avenir, et même d'espérance en ceci qu'en fait, c'est eux le fleuron de la création des emplois, le fleuron des niches d'emploi qu'ils doivent aller notamment déceler, y porter des projets, le fleuron notamment des bâtisseurs de civilisation. Car il faut le dire ici qu'en fait, les savants d'aujourd'hui sont aujourd'hui les experts qui doivent maintenant mettre sur le terrain en créant des emplois, non pas attendre des emplois. Des diplômes de master en sécurité des systèmes numériques obtenus par ces jeunes d'horizons différents sont également le fruit d'une franche collaboration entre la France et le Cameroun en matière d'enseignement supérieur à la maîtrise des TIC. Une branche qui s'est créée et qui va continuer effectivement à grossir. Je suis très fier d'avoir amené ces 40 ou 50 élèves aujourd'hui vers un master français. Il faut le dire, c'est un diplôme français. Plusieurs d'entre eux sont aujourd'hui à l'étranger, dans des grands pays comme le Canada, les États-Unis, la France. Et mon objectif était effectivement de leur faire découvrir d'autres horizons. J'en suis vraiment très fier en tant que Camerounais d'avoir apporté ma pierre à l'édifice. Pendant 2 ans, ces jeunes ont reçu des enseignements de qualité pouvant leur permettre d'être plus compétitifs sur le marché de l'emploi afin de mieux aider l'État à lutter contre la cybercriminalité. Cette formation était au départ de pouvoir apporter des compétences au plus près des étudiants qui en avaient besoin et également des entreprises. Nous savons qu'aujourd'hui, avec la digitalisation de nos services, la sécurité est un maillon qui est incontournable. Donc les personnes qui ont reçu leur diplôme aujourd'hui sont capables d'assurer des tâches d'administration d'un système d'information, de sécuriser ce système. Quand je dis sécuriser le système, c'est la sécurité à partir de l'acquisition des données, du stockage, du transport de ces données-là entre plusieurs sites, par exemple. Un master dans la poste, ça fait du bien, surtout dans le domaine de la sécurité, parce qu'il est temps de vous dire que depuis 2013, le Cameroun enregistre plus de 12 800 cyberattaques. Donc, ce master me permet de participer à la volonté de mon pays, qui est de combattre tout ce qui est cybercriminel. Pour Armand Claude Abanda, représentant résident de l'IAI Cameroun, ces nouvelles compétences acquises par les lauréats permettront de former davantage d'autres étudiants de l'IAI Cameroun. D'abord, je voudrais dire un immense merci à un Camerounais qui est en France depuis une quarantaine d'années et qui est le directeur de l'ESIREM, une école d'État en France, une école d'ingénieurs d'État en France. Et c'est lui qui a vraiment permis que ce master en sécurité des systèmes numériques ait lieu au Cameroun. Et donc, nous avons eu une élévation en termes de compétences sur le plan de la sécurité des systèmes numériques. Et c'est très important parce que ces enseignants qui viennent de passer une formation solide dans ce domaine vont la transmettre à nos étudiants. Et comme ça, on va avoir la possibilité de former davantage de Camerounais qui ont la maîtrise, qui ont une grande maîtrise sur la sécurité des systèmes numériques. Désormais experts en sécurité des systèmes numériques, ces jeunes Camerounais et ceux de la sous-région sont plus que jamais outillés à contribuer au développement de leur pays en faisant une veille systématique des systèmes d'information.